proche de ma 60e année, j'éprouvais subitement le désir d'accomplir un ultime pèlerinage dans le comté de Provence. Augurant probablement l'éventualité sous peu de ne plus pouvoir me déplacer par mes propres moyens, je pris les devants en sollicitant l'approbation pour ce voyage auprès du père trappiste supérieur, tout en ayant au préalable fait part de ma venue imminente au prêtre de l'église de Saint-Joseph à Puy-l'Aubier, le père Santi, qui pendant longtemps fut rattaché aux cuisines de ce monastère. Le temps était au beau fixe et j'avais estimé à 10 jours la durée de mon trajet. Cependant, si je ne rencontrais aucune encombre, je pouvais être rendu à Puy-l'Aubier avant même la fin de la semaine. Lorsque je serai là-bas, le père Santi m'indiquera où trouver le chemin dérobé qui mène au prieuré de Sainte-Victoire, où j'envisage de m'installer afin d'y vivre reclus tel un ermite. Et même si, selon les dires du père Santi, tout ce qu'il en reste aujourd'hui ne sont que cendres et ruines, la proximité d'une caverne ou d'une simple grotte m'offrira quand même un sanctuaire tout à fait acceptable. J'ai bien allongé le pas durant cette première journée, et l'obscurité commençait à peine à inonder les sous-bois que j'étais déjà rendu sur le chemin des loups. La neige est peu abondante, et la morsure du froid ne montre pas encore vraiment ses crocs. D'ailleurs, en passant devant la borne qui marque les 6 premiers lieues, j'ai pris le temps de faire une halte pour prier le Seigneur, afin que le climat reste doux et propice à mon voyage. À présent, je vais reprendre quelques forces dans le refuge du Grand Faucon aux portes de Grenoble, car l'étape de demain commencera dès l'aube par la traversée de cette grande métropole. Lorsque je foulais les premiers pavés de la ville, je fus sensiblement imprégné par l'effervescence particulière et bouillonnante qui enflammait toute la population à l'aube de ce XXe siècle. Une ville en plein essor, où j'eus l'occasion de croiser quelques-unes de ces étranges et fabuleuses machines, dont la puissance infatigable de leurs chevaux à vapeur révoque peu à peu nos archaïques chevaux de somme. Et puisqu'au monastère nous recevons que très rarement des nouvelles du monde extérieur, je profitais de l'occasion pour jeter un rapide coup d'œil dans les kiosques à journaux. Mais force est de constater que 2 ans après l'envoi de la lettre d'Émile Zola, l'affaire Dreyfus reste toujours d'actualité. Mais je m'éloignais prestement de toute cette agitation et de ce vacarme assourdissant. Je m'étais donné pour but de rallier le hameau de Percy avant la fin de la journée. Et dans le courant de l'après-midi, je vis s'amonceler à l'horizon de gigantesques et ténébreux nuages dont les ombres menaçantes risquaient de ralentir sensiblement la fin de cette étape. C'est finalement sous une pluie battante que, trempé jusqu'aux os, je me décidai à quémander l'hospitalité dans une petite ferme juste avant Percy.
Par bonheur, je fus accueilli par un couple de braves et sympathiques paysans. Et j'eus droit au gîte et au couvert. C'est avec le ventre bien repu que je me couche ce soir, dans la douceur fétide mais rassurante de cette étable. C'est d'ailleurs une bénédiction, car demain m'attend un long chemin qui me conduira jusqu'au pied de la vallée d'Aspremont. C'est probablement l'une des étapes les plus ardues de ce pèlerinage, mais elle permet de contempler des paysages fabuleux. Je partirai dès l'aube pour profiter pleinement de ce spectacle féerique. Bien que j'eus à maintes reprises l'occasion de parcourir ces contrées éloignées, je n'ai toujours pas trouvé de mots assez puissants pour décrire ces paysages paradisiaques. Ces lieux sont empreints d'une magie inexplicable et envoûtante, permettant à l'esprit de se libérer et de partir ainsi vagabonder. J'eus le sentiment de parcourir la distance comme porté par un ange, à un niveau bien au-dessus du sol. Mais quand au loin se dessinèrent à l'horizon les gorges d'Aspremont, je dus me rendre à l'évidence qu'il s'était produit quelque chose d'anormal. J'ai d'abord pensé à une défaillance de ma mémoire, car non seulement je me retrouvais sur un chemin qui m'était totalement inconnu, mais le plus étrange, c'est que je n'avais aucun souvenir des derniers kilomètres parcourus. Cependant, à en juger la position du soleil, il devait être tout au plus 5 heures de l'après-midi. Il était donc inconcevable que je sois déjà rendu à bon port. Et pourtant, c'était bien Aspremont que j'apercevais en bas dans la vallée. D'ailleurs, au bout de quelques minutes, j'abordais à nouveau des sentiers plus familiers. Et je retrouvais sans peine celui qui mène au refuge du Mont Chauve. Mais je vais avoir du mal à trouver le sommeil ce soir. Trop de questions préoccupent mon esprit. Comment étais-je arrivé là? Et pourquoi avais-je emprunté un autre sentier? Comment avais-je pu parcourir plus de 6 lieues en moins de 6 heures? C'était incompréhensible. Devais-je prendre cela comme un signe du divin? Ou m'était-il réellement arrivé quelque chose dont je n'ai plus aucune souvenance? Il faut tout de même que j'essaye de dormir un peu, car demain c'est la citadelle de Sisteron que je dois rejoindre. Et ce n'est pas la porte à côté. C'est l'esprit encore tout embrumé des questionnements de la veille que je repris la route pour Sisteron. Et durant tout le trajet, je n'ai eu de cesse d'essayer d'apporter des réponses à l'incohérence de ces phénomènes. Une tempête se lève à nouveau et la neige est de la partie. Mais j'arrive à point donné au gîte de la chapelle.
Ou d'ailleurs, un gros tas de bois sec m'attend pour faire une flambée. Je profitais aussi de l'âtre pour faire une soupe de ces appétissants champignons glanés tout au long de ma route. Mais avant même la fin du repas, je repris mes carnets pour essayer de comprendre ce mystère impénétrable. Mais j'ai dû me rendre à l'évidence qu'aucune de mes théories sur les événements d'hier n'était réellement acceptable. Cependant, puisque l'étape de demain me mènera jusqu'à Montfort, j'irai dans la chapelle de Donna afin de questionner le Seigneur à ce sujet. Je fis un rêve étrange ce soir-là, que je me suis empressé de consigner dans mes carnets dès mon réveil ce matin, de peur qu'il ne s'estompe comme le font souvent les rêves. Je ne faisais que planer tel un faucon, mais dans un univers totalement absurde et incohérent. Bien que je ne vis personne, je ressentais cependant la présence invisible d'êtres tout autour de moi, épiant les moindres de mes faits et gestes. Cette omniprésence impalpable était exaspérante et oppressante. À mon réveil, j'étais transi de sueur froide. L'aurore commence à peine à poindre à l'horizon, mais le temps est doux et clément, et j'en profite pour prendre un peu d'avance sur mon parcours. J'abordais tout de même cette 5e journée de pèlerinage dans la sérénité et la béatitude, car j'étais déjà rendu aux 2/3 de mon parcours. Ce soir je serai à Montfort, demain à Villeneuve, puis viendra Manosque et enfin Puyloubier. En fin d'après-midi, j'arrivais déjà aux abords de la chapelle de Saint-Donat. Elle a enfin recouvré toute sa splendeur, grâce au duc de Montfort qui a généreusement contribué à sa rénovation. Cela faisait bien 10 ans que je n'avais foulé son parvis de granit rouge et ses couloirs jalonnés de colonnades gothiques. Mais sans plus attendre, je me dirigeais au prioir, où je ressentais le besoin de me recueillir à présent. C'est donc bien avant la nuit que je ralliais le petit refuge de Sainte-Maxime. En gravissant la colline, j'ai croisé un berger et son troupeau, qui m'a gracieusement offert un bon morceau de fromage ainsi que le reste d'une miche de pain. Tout est si calme et paisible ici. Cependant, il me tarde d'arriver à Puyloubier, car le frottement de mes sandales a anéanti mes pieds de quelques cloques, et les bandages de fortune que j'ai pu faire ne me protégeront pas bien longtemps. Ce matin, à mon réveil, je me suis aperçu que le pré où je me trouvais regorgeait de fleurs de célidoine. J'ai pu ainsi me concocter un baume dont j'ai enduit mes pieds avant de partir.
C'est à vive allure et encore tremblant d'effroi que je ralliais le gîte de la Crête, près de Villeneuve. Car ce que je viens de voir dans le sous-bois dépasse tout entendement. Certes, cette région de Provence a la réputation de cumuler bon nombre de fables et de légendes, mais à mon plus grand regret, je venais à l'instant d'être confronté à l'une d'entre elles. Et devant l'absurdité d'un tel phénomène, j'ai préféré fuir et venir me réfugier au gîte. D'ailleurs, je compte bien m'y barricader pour la nuit. À l'aide des quelques planches qui jonchaient le sol, j'ai solidement condamné l'accès au refuge. Et je reste à l'affût du moindre bruit suspect qui viendrait de l'extérieur. Mais avant d'essayer de trouver le sommeil, je voulais relater dans mes carnets l'extraordinaire aventure qui m'était arrivée. À environ 500 mètres d'ici, en contrebas du refuge, on entre dans les bois de Sainte-Colombe. Mais ce qui me surprit en premier lieu, ce fut ce silence subit qui s'imposa. Plus aucun oiseau ne chantait, et ensuite ce fut ces étranges lumières au travers des arbres. Tandis qu'au loin s'élevait la plus lugubre des complaintes qu'il m'ait été donné d'entendre. Mais malgré cela, je continuais d'avancer. Et c'est là que je vis la chose. Recroquevillé sous une souche vermoulue, se tenait là un être abject, dont l'anatomie répugnante contredisait les lois de la nature elle-même. Et bien que j'eus l'occasion de consulter une quantité incroyable de documents dans la bibliothèque du monastère, je n'y ai cependant jamais rien trouvé d'aussi hideux et détestable. J'eus d'ailleurs bien du mal à en faire une retranscription fidèle dans mes carnets, tant l'instant fut furtif. Car dès qu'elle me vit, la bête fit un bond démesuré dans les fourrés avant de disparaître, en poussant de petits cris aigus. Mais dorénavant, j'aurai toujours à l'esprit la vision désobligeante de ce corps chétif et putride, aux yeux injectés de sang, et dont l'immonde peau squameuse et pestilentielle dégageait une forte odeur acerbe et nauséeuse, proche de la charogne en décomposition. Je ne saurais probablement jamais d'où provenait cette dégénérescence grotesque et pitoyable, mais dont l'absurde anatomie était cependant si proche de la nôtre. La splendeur divine et incomparable que m'offrait cette nouvelle matinée d'automne, chamarrant de ses plus belles couleurs mes premières enjambées, ne m'enivra qu'un court instant avant que ne ressurgisse dans mes pensées vagabondes la vision fugace et désobligeante de l'atrocité d'hier soir. J'ai ainsi arpenté les 4 lieues qui séparent Montfort de Villeneuve, en scrutant prudemment les sous-bois environnants, jetant des pierres çà et là au hasard des bosquets ou contre les souches qui me paraissaient suspectes. Je faisais régulièrement de courtes haltes afin d'écouter le silence et m'assurer de ne pas être suivi.
Et lorsqu'en début d'après-midi, je passais devant les premières fermes de Villeneuve, je me sentis plus serein et détendu. Je me surpris même à regretter de ne pas avoir revu la chose. Sur la place du village, à l'ombre d'un cyprès, coule une fontaine bien fraîche qui incite à l'apaisement et au repos. J'y déposai ma besace et en profitai pour m'alimenter quelque peu avant de reprendre la route pour Manosque. Ce sera là mon ultime étape avant de rejoindre Puy-Loubier. J'appréhendais de trouver Manosque sous les flammes, car depuis un moment je discernais le tintement particulier que font les cloches d'une église pour alerter la population. Mais à l'encontre d'un village totalement soumis à la panique, je n'y découvrais avec effarement qu'une succession de ruelles désertes et silencieuses. Il n'y avait plus âme qui vive. Je fis rapidement un saut jusqu'à l'église, mais là aussi, même le curé avait déserté les lieux. Alors, sans essayer d'en savoir plus, je me remis en chemin vers le dernier gîte de mon parcours. Car la lumière du jour déclinait rapidement, et en aucun cas je ne voulais me faire surprendre par l'obscurité. Cela faisait une semaine, jour pour jour, que j'étais parti du monastère. Et je suis empreint d'une impatience avide de parcourir les 7 dernières lieues qui me séparent encore de Puy-Loubier. Mais pour l'heure, je vais profiter de la chaleur du refuge pour noter mes impressions sur cette pittoresque journée. Dès l'aube, avant de délaisser Manosque, je revins au village afin de m'enquérir du motif de cette alerte. Mais lorsque j'appelais, seul l'écho de ma voix répondait en retour. Et lorsque je martelais quelques portes au hasard des ruelles désertes, dont la plupart d'ailleurs étaient restées grandes ouvertes, je pus entrevoir des sabots sur les seuils laissés à l'abandon, des tables encore dressées où personne n'avait pris de repas, ou du linge ayant passé la nuit dehors. Autant d'indices qui laissaient présumer que l'évacuation du village avait dû se faire dans la panique et la précipitation. Désappointé par l'échec de cette chasse à l'homme matinale, je décidai finalement de laisser tout son mystère à cette ville fantomatique et de plutôt me concentrer sur le chemin qui me restait à parcourir.